L'histoire commence lorsqu'un garçon nommé Cunan se demande ce que signifie « voir ». Tout le monde lui a dit qu'il ne pouvait pas voir, alors il se demande ce que cela signifie. Cunan est aveugle depuis toujours, alors son père lui explique que « voir » signifie simplement être capable de percevoir les couleurs et les formes. Quant à Cunan, ses yeux portent la cicatrice du héros laissée par le chevalier sacré nommé Esther. Le père de Cunan lui dit que c'est quelque chose dont il peut être fier, alors Cunan accepte et comprend le sens des paroles de son père. Certaines servantes ne peuvent s'empêcher de se sentir désolées pour lui, mais Cunan ne comprend pas pourquoi. Il n'a jamais connu autre chose, alors il ne comprend pas pourquoi elles le plaignent de ne pas pouvoir voir. Un jour, Cunan est emmené rencontrer une certaine mademoiselle Génie, et il se demande s'il doit vraiment étudier la magie. On lui répond que ce serait dommage de ne pas le faire, car Cunan est né avec une crête d'eau. Être capable d'utiliser la magie est quelque chose de très spécial, et ils veulent donc que Cunan en tire pleinement parti. Cunan, quant à lui, n'est pas aussi optimiste, car même s'il apprend la magie, il ne pourra toujours pas aller nulle part sans l'aide de quelqu'un. Cunan rencontre Génie, qui se présente comme son professeur de magie avant de commencer leur première leçon. Elle demande à Cunan de prononcer le mot « Aori », et elle est impressionnée lorsqu'il parvient à lancer le sort dès son premier essai. Cunan se demande quel type de magie il utilise, alors Génie lui explique qu'il s'agit de magie de l'eau. Malheureusement, Cunan ne peut pas voir son exploit, alors Génie le lui décrit en détail. Le sort s'appelle « Aori » et lui permet de produire de l'eau à l'aide de la magie. Elle lui dit que l'eau est cristalline et de la taille d'un globe oculaire. Le simple fait de mentionner les yeux fait penser à Cunan au sien, alors Génie s'excuse. Elle craint d'avoir bouleversé Cunan, mais c'est tout le contraire. Ces paroles ont inspiré Cunan, qui a alors une idée, s'il s'améliore dans l'utilisation de la magie, il pourrait peut-être se créer des yeux. Cunan trouve un nouvel espoir dans cette idée, alors il décide de se fixer comme objectif de vie de se créer des yeux grâce à la magie. Avec cette nouvelle perspective sur la vie, Cunan se rend compte qu'il s'intéresse plus que jamais aux choses qui l'entourent. Même le sandwich qu'il est en train de manger lui semble beaucoup plus intéressant. Il n'y avait jamais prêté attention auparavant, mais maintenant, il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il contient. Grâce à cet espoir d'une vie meilleure, Cunan parvient à voir plus de sens dans chaque chose. Tout l'intrigue désormais, et il veut tout savoir sur le monde qui l'entoure. Cunan se demande ce qu'est cette chose qui ressemble à de l'herbe dans son sandwich, alors sa femme de chambre lui explique que c'est de la laitue. La chose au goût piquant est de la moutarde, et la partie sucrée est une prune. Même la femme de chambre apprécie cela, car le nouvel intérêt de Cunan pour la nourriture rend la cuisine plus amusante. Cunan dit qu'il sent beaucoup de choses différentes, et nous voyons que sa femme de chambre s'est laissée emporter. Elle répète que cuisiner est vraiment très amusant maintenant, c'est pourquoi elle a préparé plusieurs plats pour Cunan. Ensuite, Cunan se rend à un autre cours. Il explique qu'il aimerait entendre l'histoire du chevalier sacré Esther, mais la professeure est choquée. Elle ne sait pas si c'est une bonne idée, mais la femme de chambre de Cunan lui assure qu'il est prêt. Mademoiselle Flora lui demande de lui dire si l'histoire devient trop difficile à supporter, mais Cunan lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a soif de connaissances en tout genre en ce moment, et il veut en apprendre autant que possible. Flora explique qu'il y a longtemps, une guerre a opposé les héros du monde et le Seigneur Démon. Esther était le héros de cette nation, et c'est finalement lui qui a vaincu le Seigneur Démon. Malheureusement, il en a payé le prix en perdant un bras et une jambe au combat. Depuis cette guerre, les descendants d'Esther naissent parfois avec un handicap. Ils naissent sans bras ou sans jambes, ou, dans le cas de Cunan, sans vue. Les gens ont appelé ces enfants les réincarnations du héros, ou la cicatrice du héros. Alors que Cunan s'entraîne à nouveau à la magie, il pense au fait qu'il est l'une des réincarnations du héros. Cependant, il ne laisse pas cela le définir, car il reste lui-même, et la magie qu'il utilise est son propre pouvoir magique. La pratique de Cunan se passe bien, car il est désormais capable de mieux contrôler l'eau. Il parvient à diviser l'une des sphères d'eau, et Ako lui dit qu'il les a divisées en formes parfaitement égales. Cunan gagne en confiance à chaque entraînement, et il se promet une fois de plus de créer un jour de nouveaux yeux grâce à la magie. Cunan refuse de laisser quoi que ce soit l'arrêter, mais utiliser la magie est épuisant. Il s'entraîne sans relâche depuis qu'il a commencé, et son corps finit par lâcher. Cunan dit qu'il a besoin de beaucoup plus, alors Ako suppose qu'il veut dire qu'il a besoin de beaucoup plus d'affection de sa part. Elle s'attribue le mérite de lui avoir donné une affection sans limite, car cela l'a aidé dans son entraînement. Cunan la corrige rapidement, car ce dont il a vraiment besoin, c'est de beaucoup plus de connaissances et d'endurance. C'est ce qui est nécessaire pour une magie puissante, et Cunan est plus déterminé que jamais. Ako lui rappelle qu'il n'a que 7 ans et qu'il va donc devenir plus fort, mais Cunan refuse de perdre du temps. Il est inacceptable qu'il s'évanouisse après avoir utilisé une magie basique, il doit donc s'améliorer. Ako a une excellente idée et lui dit qu'il devrait augmenter sa consommation alimentaire pour avoir plus d'énergie. Cependant, le faire trop rapidement pourrait causer des problèmes, ils vont donc procéder par étapes. Cunan aime cette idée et dit qu'il veut également renforcer ses muscles. Malheureusement, il n'est pas très doué pour courir ou marcher,
Ako lui suggère donc de s'entraîner à l'épée à la place. Cunan adore cette idée également, alors Ako se précipite pour trouver le meilleur épéiste afin de lui enseigner. Avant qu'elle ne parte, Cunan la remercie de l'aider autant, et elle le remercie en retour pour ses compliments. Peu après, nous voyons que Cunan a déjà commencé son entraînement au sabre. Son instructeur s'appelle Oro, et il dit à Cunan de faire attention aux muscles de ses bras et de ses épaules. Oro est très précis dans ses explications, et il demande à Cunan de frapper dans l'ordre suivant, épaules, coude et poignet. Finalement, Jenny arrive pour sa prochaine leçon, et Cunan remercie Maître Oro. Jenny est surprise de voir que Cunan apprend le maniement de l'épée, alors il lui explique qu'il le fait pour améliorer sa magie. Il a besoin de plus de connaissances et d'endurance, donc avoir un corps plus fiable lui sera très bénéfique. Jenny est complètement incrédule, car Cunan a vraiment beaucoup changé depuis leur première rencontre il y a quelques jours. Jenny lui dit qu'il peut faire une petite pause avant de commencer, mais Cunan est impatient de se mettre au travail. Jenny décide de revoir le sort, Aori, de la dernière leçon, et lui dit qu'il peut commencer par ce dont il se souvient. Elle lui dit que ce n'est pas grave s'il a oublié comment le faire, et elle est stupéfaite lorsque Cunan lui montre ses immenses progrès. Il est capable d'invoquer plusieurs orbes à la fois, et Jenny en reste sans voix. Elle ne lui a enseigné qu'une petite partie du sort, elle n'arrive donc pas à croire que Cunan ait déjà maîtrisé autant de choses tout seul. Ce genre de progrès est terrifiant, mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Cunan ne se rend même pas compte à quel point c'est incroyable. Ailleurs, une jeune fille nommée Mirika apprend que sa calèche est prête. Mirika aimerait ne pas avoir à partir, et sa servante se demande si elle déteste vraiment autant l'idée de rendre visite à son fiancé. Mirika fait remarquer que Cunan ressent probablement la même chose, car il a toujours l'air si sombre chaque fois qu'il se voit. Malheureusement, Mirika n'a pas d'autre choix que de partir, car c'est le roi qui en a décidé ainsi. Alors qu'elle se rend chez Cunan, Mirika repense au fait qu'il est né avec la cicatrice du héros. Cela fait de lui une personne très importante pour le royaume, et leur mariage politique fait donc partie de ses obligations en tant que membre de la famille royale. Malheureusement, Mirika n'a pas beaucoup de bons souvenirs avec Cunan, car il a toujours été très triste. Elle lui demandait à quoi il voulait jouer, mais il répondait qu'il ne voulait jouer à rien. Il lui expliquait qu'il ne pouvait rien faire ni aller nulle part tout seul, donc il n'avait envie de rien. Mirika ne supportait pas d'entendre cela, et elle n'a pas envie de devoir regarder un visage aussi sombre pour le reste de sa vie. Cependant, lorsqu'elle arrive, Mirika est choquée d'être accueillie par un Cunan beaucoup plus heureux. Elle se demande ce qui a changé, alors Cunan lui révèle qu'il est tombé amoureux de la magie. Cunan ne perd pas de temps et lui montre ce dont il est capable. Elle est émerveillée par les magnifiques boules d'eau qu'il peut créer. Cunan transforme l'eau en un magnifique arc-en-ciel et prend un moment pour s'excuser auprès de Mirika. Il sait que sa présence a dû être difficile pour elle, alors il s'excuse de l'avoir obligée à marcher sur des œufs avec lui. Cunan se demande si elle aimerait entendre les histoires qu'il a à lui raconter sur ses progrès, et Mirika n'en croit pas ses oreilles. Cunan est une personne complètement différente, et elle ne savait même pas qu'il pouvait avoir un visage aussi heureux. Elle accepte son invitation, et ils passent toute la journée ensemble. Sur le chemin du retour, Mirika repense à quel point elle s'est amusée. Cunan, quant à lui, se dit qu'il n'avait jamais tendu la main à Mirika de cette manière auparavant. Ako lui fait remarquer que c'est parce qu'il est un gentleman, alors Cunan décide d'en apprendre davantage à ce sujet. Il se tourne vers Mademoiselle Flora et lui demande de lui apprendre comment se comporter avec la princesse Mirika. Il a apprécié passer du temps avec elle, alors il veut devenir un gentleman digne d'elle. Cette nuit-là, Jenny n'arrive pas à oublier ce qu'elle a vu faire à Cunan. Il a réussi à créer cette magnifique boule d'eau en même temps, ce qu'elle-même n'est pas capable de faire. Cunan maîtrise déjà parfaitement la magie élémentaire et apprend trop vite pour qu'elle puisse le suivre. Elle n'a plus rien à lui enseigner, alors elle décide qu'ils doivent passer à la magie intermédiaire. Jenny se retient cependant, car cela pourrait mettre trop de pression sur Cunan. Ce travail était censé être agréable, elle était grassement payée pour enseigner la magie élémentaire à un enfant, mais il est en train de se transformer en quelque chose d'autre. Cunan progresse rapidement et ne montre aucun signe de ralentissement. Le problème, c'est que si la magie est pratique, elle peut aussi être dangereuse. C'est pourquoi Ako décide qu'il est trop tôt pour que Cunan, âgé de 7 ans, apprenne la magie sophistiquée. Mais il est également trop tôt pour abandonner, et Jenny est déterminée à trouver la meilleure façon de lui enseigner. De plus, Jenny dit qu'elle ne peut pas abandonner, car elle a des factures à payer. Le lendemain, elle annonce à Cunan qu'ils vont essayer quelque chose de différent aujourd'hui. Cunan est prêt à commencer et n'oppose aucune objection à sa demande. Il déclare que sa belle voix et sa suggestion lui donnent envie d'accepter tout ce qu'elle a à dire. Le charme de Cunan est désormais hors du commun grâce à ce que Flora lui a enseigné, et Jenny a du mal à croire qu'il ait encore changé. Jenny commence une nouvelle leçon en expliquant que le sort, Aori, que Cunan utilise sert simplement à créer de l'eau. Cependant, si le sort est décomposé en différents types de magie utilisée, Cunan le comprendra mieux. Le sort, Aori, peut être décomposé en plusieurs étapes, produire de l'eau, la faire flotter, puis maintenir sa forme sphérique.
En le décomposant encore davantage, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être contrôlées, sa température, sa viscosité, sa composition, sa couleur, sa forme, son odeur et son goût. Jenny lui fait une démonstration en formant 2 orbes et en demandant à Cunan de les toucher. Cunan s'exécute et remarque immédiatement que l'un d'eux est froid et l'autre chaud. Jenny explique alors que les modifications magiques ajoutent du caractère à la magie, mais Cunan ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Jenny explique que le caractère est ce qui définit et différencie chaque sorcier et ses talents. En modifiant sa magie, un sorcier peut créer des types de magie originaux qui lui sont propres. Cunan comprend maintenant qu'il peut modifier les détails de sa magie et y insuffler ses propres caractéristiques. Cunan utilise à nouveau Aori, mais cette fois-ci, il fait quelque chose de différent. Il demande à Ako de boire l'eau, et elle est étonnée de constater qu'elle a le goût de la prune. Elle est vraiment impressionnée, mais Jenny est terrifiée. Elle est restée éveillée toute la nuit pour mettre au point cette leçon de modification magique, mais Cunan a réussi à la maîtriser en quelques secondes. Cunan dit que cela n'a pas été facile, mais il promet à son professeur qu'il apprendra à faire toutes les modifications dès qu'il le pourra. Cette nuit-là, nous voyons que Cunan a étudié sans relâche et qu'il s'entraîne même dans son lit. Il réfléchit à la façon dont il peut reconnaître la forme et l'odeur des choses, mais il ne connaît pas les couleurs car il ne peut pas voir. Sans cela, Cunan sait qu'il ne pourra pas créer de modifications magiques, et il ne pourra certainement pas créer de globes oculaires. Cunan se persuade cependant qu'il trouvera un moyen, car il veut désespérément voir tout ce que le monde a à offrir. Un peu plus tard, Ako demande à Cunan de créer de l'eau afin qu'elle puisse lui préparer du thé. Cunan utilise Aori pour créer une autre sphère, qu'il lui envoie comme d'habitude. Cependant, alors que l'eau se dirige vers elle, Cunan laisse échapper un cri de surprise. Ako se demande s'il y a un problème, alors Cunan lui révèle qu'il pense avoir vu quelque chose. Ako n'arrive pas à croire qu'il ait pu voir quelque chose, alors elle lui dit que s'il plaisante, elle le punira. Cunan répond qu'il n'en est pas sûr non plus et que, techniquement, il n'a pas vraiment vu. Ako lui demande d'arrêter de plaisanter, alors Cunan lui explique exactement ce qui s'est passé. Ses yeux n'ont en réalité rien vu, mais il a l'impression d'avoir vu des couleurs grâce à sa magie. C'était plutôt comme s'il avait senti à quoi ressemblaient les choses, mais il ne peut pas vraiment l'expliquer. Cunan prend alors une pomme et se demande si elle est rouge. La pomme est en fait verte, alors Cunan en prend une autre et cette fois, il devine juste. Ako est étonné, car cela signifie que Cunan est capable de percevoir les couleurs, le seul problème étant qu'il ne connaît pas encore les noms des couleurs. C'est compréhensible, car Cunan ne les a jamais vus auparavant, il doit donc simplement apprendre à associer des mots aux choses qu'il peut détecter maintenant. Ako pense qu'il devrait tester sa nouvelle capacité, elle lui demande donc de compter le nombre de pommes. Cunan compte 3 pommes rouges et 2 vertes, Ako est donc une fois de plus émerveillé. Il est vraiment capable de voir les choses grâce à sa magie, c'est comme une sorte de miracle. Plus tard, le père de Cunan est choqué d'apprendre que Cunan est capable de voir les couleurs. Ako explique que cela ne concerne qu'une petite gamme, mais Cunan semble désormais capable de reconnaître les couleurs. Plus un objet est proche, plus il est net, et il peut également reconnaître la couleur lorsqu'il le touche. Cunan peut même utiliser cette capacité sur des livres en suivant l'encre pour reconnaître les couleurs et les images. Il n'a pas encore appris à lire les lettres, mais il a déjà dévoré plusieurs livres d'images et encyclopédies. Arson est très impressionné par les progrès de Cunan, il dit donc à Ako qu'elle devrait revenir vivre dans la maison principale. Le travail d'Ako consistait à surveiller Cunan, car son état nécessitait une attention constante, mais cela ne semble plus être nécessaire. Ako refuse l'offre, soulignant que Cunan est en train de changer beaucoup en ce moment. Chaque jour est une lutte pour lui, et changer son environnement pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs. C'est la dernière chose qu'elle souhaite, alors Ako décide de rester à ses côtés. Arson s'excuse de lui avoir confié autant de responsabilités, mais Ako adore son travail et apprécie vraiment son excellent salaire. Arson ne pourrait être plus heureux et souligne que la bonne humeur d'Ako doit avoir un effet très positif sur Cunan. Ako est reconnaissante pour ses mots aimables, mais elle répond qu'au lieu d'un compliment, elle préférerait vraiment une augmentation. Plus tard, Ako est surprise lorsque Cunan souhaite faire d'autres expériences. Cunan explique que Jenny va bientôt arriver et qu'il veut lui faire une surprise. Cunan utilise alors Aori, mais cette fois-ci, il colore l'eau en rouge. Il explique que lorsqu'il agrandit les orbes, il perçoit les couleurs plus intensément. À ce moment-là, la mère de Cunan arrive après avoir entendu dire qu'il pouvait voir les couleurs grâce à la magie. Cunan complimente sa mère comme le gentleman raffiné qu'il apprend à devenir, mais il perd sa concentration. Son sort prend fin et recouvre Cunan et Ako d'eau rouge. Cunan s'adresse à nouveau à sa mère, mais il semble couvert de sang et sa mère est terrifiée. Cunan ne comprend pas pourquoi sa mère vient de crier, alors Ako doit lui expliquer que le rouge est aussi la couleur du sang humain. Arson est furieux contre eux, alors il dit que Cunan est puni et que le salaire d'Ako sera réduit. Le chaos absolu s'ensuit, et nous voyons que Jenny est à proximité. Elle est choquée parce que Cunan continue d'avancer et devient chaque jour plus terrifiant. Jenny se demande jusqu'où il peut aller,
et elle pense qu'il pourrait même obtenir la plus haute distinction dans ce monde. Il est extrêmement rare d'obtenir ce titre, mais Jenny croit qu'il peut devenir le sorcier Cerillon. 2 ans plus tard, Cunan a désormais 9 ans. Arson décide qu'il est temps de penser à l'éducation de Cunan et se met à la recherche d'une académie. Plus tard, Arson annonce à Ryota, le frère de Cunan, qu'il envisage d'envoyer Cunan dans une école pour enfants nobles. Ryota s'inquiète cependant, car Cunan n'est jamais sorti du manoir. Arson est convaincu que Cunan aura peur des étrangers dans le monde extérieur, c'est pourquoi il veut que Ryota accompagne son frère. Ryota est cependant très inquiet à cause d'un mauvais souvenir qu'il a. Il y a quelques années, Cunan avait peur de sortir jouer, alors Ryota lui avait assuré qu'il ne lui arriverait rien. Il avait promis de tenir la main de Cunan pour l'aider, mais Cunan avait glissé. Ryota a perdu la main de son frère et il n'a jamais pu se pardonner d'avoir laissé tomber Cunan. Il est cependant impatient de se racheter, alors il promet à son père qu'il protégera Cunan à tout prix. Quant à Cunan, il explique à Akko qu'il étudie l'hydromancie. Pour cela, il faut mettre de l'eau dans un récipient traité avec des pouvoirs surnaturels. Cela permet à l'utilisateur de prédire l'avenir ou de rechercher des objets perdus. Akko se demande s'ils peuvent rechercher la jeunesse et la beauté qu'elle a perdue au fil des ans, mais c'est juste une occasion de plus pour Cunan de faire preuve de charme. Il montre à quel point il a progressé en disant à Akko de ne pas s'inquiéter, car elle est jeune et en pleine fleur de l'âge. Elle se demande s'ils peuvent l'utiliser pour lui trouver un futur mari, mais Cunan, toujours aussi suave, lui répond que les hommes feront la queue pour être avec elle. Comme Cunan a un autre cours avec Mademoiselle Flora, elle ne peut s'empêcher de penser au progrès qu'il a accompli. Elle lui a enseigné les manières d'un gentleman noble, et maintenant il s'exprime avec beaucoup d'assurance. Sa seule inquiétude est qu'il puisse être perçu comme un peu superficiel, et Cunan n'arrange pas les choses en complimentant son professeur. Elle est néanmoins soulagée, car comparé à son état dépressif d'il y a 2 ans, Cunan est devenu beaucoup plus gentil. Ensuite, Akko emmène Cunan voir son père. Il fait cependant un froid glacial dehors, alors Cunan utilise Aori pour créer des boules d'eau chaude. Leur chaleur est incroyablement apaisante, et Akko est émerveillé par leur douceur. Cunan explique qu'il a enfermé de l'eau dans une membrane ultra douce et extensible, ce qui donne aux boules une texture presque semblable à celle d'un oreiller. Il précise qu'il ne s'agit que d'un prototype, mais Akko dit qu'elle aimerait déjà avoir un lit fait de ce matériau. Cunan ne peut s'empêcher de se demander pourquoi son père veut le voir, et il craint d'avoir fait quelque chose de mal. Akko fait remarquer que Cunan n'a rien fait de mal récemment, car il a tiré les leçons de l'incident de la mer de sang, il y a 2 ans. À leur arrivée, Cunan est accueilli par son frère. Ryota demande à Cunan s'il souhaite qu'il le guide, mais Cunan refuse. Il perçoit désormais très bien son environnement et n'a plus besoin d'aide. Ryota ne peut s'empêcher de penser à l'époque où son frère avait toujours besoin de lui, et Cunan sent que quelque chose ne va pas. Ryota dit que ce n'est rien, qu'il est simplement impressionné par ce que Cunan est capable de faire avec la magie. Lorsque Cunan rencontre ses parents, Arson lui dit qu'ils ont quelque chose d'important à lui annoncer. Flora les a informés que Cunan avait terminé son apprentissage à l'école pour enfants nobles. Il a fait d'énormes progrès grâce à l'enseignement à domicile, mais il se demande si Cunan serait intéressé par l'école traditionnelle. Cunan répond immédiatement que cela ne l'intéresse pas, car il ne voudrait pas déranger son entourage. De plus, il a décidé de donner la priorité à autre chose qu'à l'école. Arson dit qu'il a toujours pensé que Cunan devait suivre son cœur, mais il y a un problème. Les enfants nobles sont obligés d'aller à l'école, alors Arson a pris des dispositions pour que Cunan fréquente l'école des nobles. Cependant, Arson reconnaît qu'il n'est plus nécessaire que Cunan y aille, et il a même obtenu une autorisation spéciale du roi pour qu'il ne s'y rende pas. Arson laisse la décision à Cunan, mais il l'avertit qu'il doit prendre d'autres éléments en considération. Cunan suppose qu'il parle de la façon dont il dépense son argent de poche, mais ce n'est pas le cas. Les 2 hommes commencent à se disputer à cause de ce malentendu, car Cunan pense que son père est en colère contre lui. Il suppose qu'Arson est toujours furieux qu'il ait transformé leur jardin en une mer de sang, mais Arson a déjà oublié cet incident. Cependant, le fait qu'on le lui rappelle le contrarie, et il décide de punir Cunan à nouveau. Une fois qu'ils se sont installés, Arson explique que ce à quoi Cunan doit vraiment réfléchir, c'est à l'impact que sa décision aura sur Mirika. Ceux qui ne remplissent pas leurs nobles obligations sont désavantagés dans la haute société. À cause de la décision de Cunan de ne pas aller à l'école, Mirika pourrait être perçue négativement lorsqu'ils se marieront. C'est la dernière chose que souhaite Cunan, il décide donc d'aller à l'école. Arson souligne qu'il ne demande pas à Cunan d'y aller pendant des années, car il doit simplement passer les examens de promotion. Cunan n'a aucune idée de ce dont il s'agit, alors Arson lui explique. Si Cunan réussit les examens, il recevra le certificat officiel de fin d'études. Il y a 5 examens à passer pour obtenir le diplôme, et leur durée dépend de l'étudiant. Certains enfants les passent rapidement et obtiennent leur diplôme quelques jours seulement après leur inscription. D'autres prennent leur temps et étudient avec soin. C'est un énorme soulagement pour Cunan, car cela semble assez facile, et il prévoit d'aller assez vite. Ryota explique que lui et Mirika obtiendront leur diplôme après le prochain examen, donc Cunan le passera avec eux.
Kunan est emmené pour se préparer à son voyage, alors Arson dit quelque chose d'important à Ryota. Il y a d'autres membres de la famille royale à l'école, et il craint qu'il n'essaie d'approcher Kunan et Mirika. Ryota dit à son père de ne pas s'inquiéter et lui promet de veiller sur eux. Plus tard, Mirika est ravie d'apprendre que Kunan va aller à l'école. Elle a hâte de passer du temps avec lui là-bas, mais Kunan avoue qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Mirika promet de le guider, mais quelque chose d'autre préoccupe notre héros. Il fait remarquer que si Mirika est avec lui, tous les garçons qui sont amoureux d'elle seront jaloux de lui. Mirika répond que cela ne posera pas de problème, alors Kunan se demande si c'est parce qu'elle n'est pas populaire. Mirika se sent insultée et lui assure que beaucoup de garçons l'apprécient. Kunan n'a pas envie de les affronter, alors il se demande s'il ne devrait pas se procurer une nouvelle canne pour se défendre. Finalement, nous voyons que Kunan est fin prêt pour sa nouvelle aventure. Ako est émerveillé par son allure élégante et lui dit qu'il ressemble à un prince de conte de fées. Kunan entre dans le jeu et répond que sa véritable identité a été révélée. Kunan dit ensuite au revoir à sa famille et utilise Aori pour mettre de l'eau autour des roues de sa calèche. Cela permet d'éviter que la calèche ne rebondisse, et Ryota est impressionné par la douceur du trajet. La magie est vraiment pratique, et Kunan est très heureux de l'avoir découverte. Comme la magie est si polyvalente, Kunan espère pouvoir lui aussi trouver un emploi à l'avenir. Ryota est sûr que Kunan doit être nerveux à l'idée de voyager si loin de chez lui, mais Kunan lui fait remarquer qu'il est devenu un peu plus fort. Kunan révèle qu'il sait à quel point son frère s'est inquiété pour lui. Il sait également que Ryota s'est senti coupable lorsqu'il est tombé ce jour-là. Kunan assure à son frère qu'il va bien maintenant et que beaucoup de choses ont changé. Avant, il souhaitait simplement disparaître, mais maintenant, il est déterminé à survivre quoi qu'il arrive. Ryota est extrêmement soulagé, car Kunan a vraiment beaucoup changé depuis qu'il a appris la magie. Kunan poursuit en disant qu'il a la volonté de vaincre même si le reste du monde périt. Kunan devient à ses extrêmes maintenant, alors Ryota se demande si son frère ne s'emballe pas un peu trop. Mais Kunan n'en a pas fini, car il jure de survivre à tout le monde, à tel point qu'il se sent mal pour l'humanité tout entière. Ryota n'aurait jamais pu imaginer Kunan ainsi, alors il se demande si c'est vraiment son petit frère. Alors que Ryota est stupéfait, Kunan se rend compte qu'ils approchent de l'école. Elle n'est même pas visible d'ici, alors Kunan explique qu'il sent la présence de beaucoup de gens à proximité. Finalement, ils arrivent à l'école et sont accueillis par Mirika. Kunan est toujours aussi charmant, alors il demande à Mirika s'il peut avoir la moitié de sa journée pour lui dire à quel point il est heureux d'entendre sa belle voix dès le matin. Mirika répond à son énergie et lui dit que sa cravate est adorable. Kunan est d'accord, mais il se demande si elle est encore plus adorable qu'elle. Mirika répond que non, et il en est ravi, car si c'était le cas, il l'aurait déchirée. Les deux continuent ainsi pendant un moment, et Ryota ne peut que se demander ce qui ne va pas chez eux. Mirika s'apprête à les conduire à l'intérieur, mais elle se demande s'il y a un problème, car Kunan ne les suit pas. Kunan est devenu complètement silencieux, car il peut entendre les voix de tout le monde dans l'école. Il y a tellement de gens à l'intérieur et leurs voix sont incessantes. C'est la première fois que Kunan se trouve dans un espace public avec d'innombrables personnes, et il est sûr que son ancien moi aurait pris la fuite. Mais Kunan est une personne différente maintenant, alors il entre avec assurance. À proximité, une professeure nommée Caste pense qu'il est presque l'heure d'accueillir son nouvel élève. Il s'agit de Kunan, et elle sait qu'il est le noble avec la cicatrice du héros. Elle a entendu dire qu'il était très timide et se demande si une enseignante novice comme elle sera capable de lui faire visiter les lieux. À ce moment-là, des filles s'extasient devant un nouvel élève. Elles disent qu'il est incroyablement charmant et le comparent à un prince. Elle parle de Kunan, et Caste n'arrive pas à croire que ce soit le même garçon dont elle a entendu dire qu'il était si timide. Caste se présente et explique quel sera le guide de Kunan. Kunan fait preuve de son charme habituel, et Caste ne peut s'empêcher de se demander si ce garçon est réel. À ce moment-là, la cloche de l'école sonne, ce qui signifie que le groupe de Kunan va devoir se séparer. Ils promettent de se retrouver à l'heure du déjeuner, et Ryota demande à Caste de prendre soin de son frère. Le groupe se sépare, et Caste a le sentiment que guider Kunan va lui demander beaucoup de travail. Pendant ce temps, certains élèves font remarquer que Kunan, le héros balafré, est enfin arrivé. Certains d'entre eux ont entendu dire que Kunan avait reçu la bénédiction du roi, car il est le premier héros balafré à être né depuis 100 ans. Cela contrarie leur chef, alors le gamin se ravise et dit que Kunan n'a pas l'air si extraordinaire que ça. Ses enfants sont terrifiés par le garçon nommé Lail et disent que la cicatrice du héros n'est probablement qu'une superstition. La haine de Lail pour Kunan est déjà très claire, et il dit à sa bande qu'il est temps de partir. Ensuite, Caste donne à Kunan un aperçu des examens de promotion. Il sait déjà que s'il réussit les 5 examens, il recevra le certificat de fin d'études, mais ce n'est pas tout. Caste explique que de nombreux élèves obtiennent leur diplôme en 3 à 5 ans. Les examens de promotion servent à évaluer ce qu'un élève a appris au cours des derniers mois ou de la dernière année. Si un élève écoute en classe, cela ne sera pas difficile, mais s'il échoue à l'examen, il ne pourra pas le repasser avant un mois. Kunan comprend maintenant qu'en gros, s'il réussit un examen,
Il peut passer au suivant, mais s'il échoue, il ne pourra pas passer le suivant avant un mois. Cast poursuit en expliquant que normalement, après avoir passé un examen, il y a une période de préparation pour le suivant. Cependant, à titre exceptionnel, les examens de Cunan auront lieu dans un délai plus court. Cunan ne comprend pas ce qu'elle entend par « exception », alors elle lui explique qu'elle a reçu l'ordre de ses parents de procéder ainsi. Cunan est contrarié par cette situation, car il explique que son père et le roi sont les meilleurs amis du monde. Il s'agit là d'un cas flagrant de népotisme, et il s'excuse que son père ait fait pression sur l'école pour qu'elle lui accorde une exception. Cependant, cela dépasse les compétences de Cast, qui répond qu'elle fera comme si elle n'avait rien entendu. Cast lui fait passer l'examen, mais Cunan n'a pas fini d'expliquer. Il souligne que son père et le roi sont très proches et qu'ils sont amis depuis la génération précédente. Cast ne veut vraiment pas avoir d'ennui, alors elle supplie simplement Cunan de commencer l'examen. Après coup, Cast dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Cunan continue à bavarder pendant toute la durée de l'examen. Elle est en train de corriger sa copie et elle est stupéfaite de constater qu'il a tout bon. Il était vraiment distrait à cause de toutes ces discussions, elle ne comprend donc pas comment il a pu obtenir un si bon résultat. Ailleurs, Cunan retrouve Mirika pour déjeuner. À ce moment-là, il tombe sur Lyle, et Mirika est clairement gênée. Une foule commence à se rassembler autour d'eux, et Cunan se demande ce qui se passe. Il sent la tension monter et se demande qui est cet homme devant eux. La foule grossit encore, et Ryota arrive et constate qu'il se passe quelque chose. Il s'avère que Lyle est le prince, et il se demande si ce « morveux » devant lui a vraiment reçu la bénédiction de son père. Lyle est également le frère de Mirika, qui le supplie d'arrêter, mais il lui dit de ne pas s'en mêler. Cunan, quant à lui, est contrarié car il passait un bon moment avec Mirika. Peu lui importe qui est cette personne, car si elle contrarie Mirika et se met en travers de leur chemin, alors c'est son ennemi. Cunan se prépare à gérer la situation, mais Ryota arrive avant que les choses ne dégénèrent. Il se demande ce qui se passe, mais là il est furieux. Il traite Ryota d'irrespectueux, car il ne lui a jamais donné la permission de parler. La bande de Lyle commence à s'en prendre à Ryota, qui n'arrive pas à croire que la royauté s'en prenne déjà à Cunan dès le premier jour. À ce moment-là, Cunan prononce doucement le mot « Aori ». Cela lui permet de contrôler toute l'eau dans les environs sans que personne ne s'en aperçoive. Il utilise alors son immense et impressionnant pouvoir pour verser cette eau sur le pantalon de Lyle. Ryota se rend vite compte qu'il est inutile de raisonner Lyle, mais ce n'est pas grave, car Cunan s'en est occupé. Cunan dit qu'il semble que Lyle se soit mouillé, et Lyle est choqué de constater que son pantalon est tout mouillé. Lyle essaie de nier, mais il est trop tard, le mal est déjà fait. Tout le monde pense qu'il vient de se salir, mais les amis de Cunan savent que c'est lui le responsable. Personne d'autre ne le sait cependant, et Lyle s'enfuit, complètement embarrassé. Cunan est satisfait d'avoir éliminé cette nuisance, et déclare qu'il est temps de se régaler. Ryota n'est cependant pas aussi content de la situation, car il est sûr que Cunan est derrière cette attaque. Cunan ignore simplement ce fait et dit qu'il a envie d'un hamburger. Pendant qu'il mange, Mirika explique que Lyle est son frère. Cunan est horrifié d'entendre cela, car il ne peut même pas imaginer un grand frère qui n'aime pas ses frères et sœurs. Malheureusement, ses amis lui expliquent que cela existe, alors Cunan dit qu'il est heureux que Ryota soit son grand frère. Ryota partage ce sentiment et ne peut s'empêcher de penser à quel point Cunan a changé. Il était toujours très timide, mais maintenant, il s'affirme face au prince. Le prince est pratiquement intouchable, et Ryota ne sait pas comment il va expliquer ce qui s'est passé à leur père. Mirika dit que c'est simplement la nouvelle personnalité de Cunan, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter et qu'ils devraient simplement profiter de leur repas. Cunan n'y pense plus et veut juste parler de la saveur de ce hamburger. Ryota ne peut toutefois s'empêcher d'espérer qu'ils pourront obtenir leur diplôme sans autre problème. Malheureusement pour lui, cela ne sera probablement pas le cas, car nous voyons que Lyle est furieux de ce qui vient de se passer. Lyle est embarrassé, et il ne peut s'empêcher de remarquer que tout le monde parle de lui qui s'est fait pipi dessus. Même lorsque Cast lui dit de marcher doucement dans le couloir, Lyle lui dit de se taire. Cunan se demande pourquoi Lyle était si grossier envers eux, alors Mirika suppose que c'est parce qu'il veut la maintenir sous contrôle. Lyle est le 6e prince, et Mirika est la 9e princesse, dans la hiérarchie royale, elle est en dessous de lui, mais Lyle se sent toujours menacé. Mirika est fiancée à Cunan, qui est un sorcier et celui connu comme le héros Scar. Leurs fiançailles sont une affaire importante, donc le statut de Mirika augmente rapidement. Cunan vient juste de faire ses débuts en société, donc leur statut combiné sera au-dessus de celui de Lyle. Cependant, Mirika ne veut pas que Cunan se fasse une mauvaise idée, alors elle l'assure qu'elle ne se soucie pas de son statut dans la haute société. Même si son père ne l'avait pas ordonné, elle serait toujours heureuse d'épouser Cunan. Cunan allume à nouveau son charme en disant qu'il ressent la même chose. Il ne pourrait pas être plus heureux, et il pourrait même s'agenouiller devant le roi en signe de gratitude la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Cunan dit qu'il aimerait en fait s'excuser auprès de Lyle, mais les autres ne le permettent pas. Un peu plus tard, nous voyons que le jour est arrivé pour Cunan de passer l'examen final. Il utilise Aori,
et Génie dit que l'altération d'aujourd'hui sera que Cunan essaie de changer la sensation de l'eau. Cunan le fait immédiatement, et Génie est impressionné de voir que l'orbe a maintenant la sensation d'une pomme. Elle instruit ensuite Cunan de toucher d'autres choses pendant la journée afin qu'ils puissent essayer d'exprimer leurs sensations. Ensuite, Ryota se demande ce que fait Cunan en caressant un cheval, alors il explique qu'il collecte des échantillons pour les altérations. Mirika arrive peu après, alors Cunan déclare à quel point il se sent terrible, aujourd'hui est son dernier jour à entendre sa voix à l'école, et on dirait que le monde s'estompe dans le crépuscule par chagrin. Cunan commence à devenir encore plus dramatique, mais Mirika lui rappelle que l'école ne se termine que plus tard dans la journée. Cunan change immédiatement d'avis et dit qu'il n'est plus triste, alors Ryota ne peut s'empêcher de penser qu'ils sont fous tous les deux. Ensuite, Cast explique que Cunan passera l'examen final avec les autres étudiants. Cunan est étonné parce que cela ressemble à une vraie école, mais il dit que c'est dommage qu'il ne sera plus dans une salle spéciale avec Cast. Cast l'assure qu'elle continuera à le surveiller même s'il y a plus d'étudiants, alors elle lui souhaite bonne chance. Ryota ne peut s'empêcher de remarquer à quel point ils sont proches, alors Cunan explique qu'ils ont beaucoup parlé pendant les examens. Cunan a même appris que Cast était devenue enseignante après avoir suivi un homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme a malheureusement échoué à un test, donc seule elle est devenue enseignante. C'est beaucoup d'informations personnelles, alors les autres ne peuvent croire que Cast a discuté de tout cela avec Cunan. Juste à ce moment, les autres étudiants ont demandé à Mirika si elle voudrait leur présenter son fiancé. Cast dit qu'il devrait se présenter lui-même, alors Cunan se prépare. Il allume à nouveau les théâtralités, et il dit à tout le monde que c'est un plaisir de les rencontrer. Cunan se présente formellement, et tout le monde écoute attentivement. Cunan ne s'arrête pas là, car il dit qu'il est soulagé, il commençait à se demander si Mirika et son frère n'avaient pas d'amis parce que personne ne les approchait ou ne leur parlait. Ryota et Mirika sont insultés, alors Mirika révèle qu'elle a dit à tout le monde de les laisser tranquilles. C'était une rare opportunité pour elle de profiter de la vie scolaire avec Cunan, donc elle ne voulait pas qu'il soit dérangé. Cunan ne le savait pas, et il est content de voir que son frère n'est pas seul et que Mirika a vraiment des amis. C'est un immense soulagement pour lui de ne pas avoir à les réconforter en leur rappelant à quel point sa situation était mauvaise. Cunan le leur rappelle quand même en disant qu'il n'avait pas d'amis en grandissant, et Mirika se sent terrible pour lui. Cela ne dure cependant pas longtemps, car elle se souvient que Cunan est tout à fait d'accord pour ne pas avoir d'amis. Cunan met fin à la scène dramatique en le confirmant, et il fait remarquer que les humains s'en sortent étonnamment bien en étant seuls. À proximité, Laël se rappelle qu'il est temps pour l'examen. Laël déclare que cela peut attendre, mais ses garçons lui disent que cela ne peut être ignoré. L'examen final sera conduit en une seule fois, et même le prince lui-même n'a pas le droit d'être en retard. Pendant ce temps, Cunan collecte plus d'échantillons en caressant un oiseau, et on dit aux étudiants de prendre leur place pour l'examen. Mirika veut que Cunan s'assoie près d'elle, mais tout le monde est horrifié lorsque Laël en colère apparaît. Tout le monde est sur le qui-vive en se demandant ce qu'il va faire, et Laël pense à quel point il les déteste tous. Ils ne disent jamais rien en face, et ils parlent toujours dans son dos. C'est même vrai pour tout le monde au château, parce que les servantes parlent toujours de comment il cause des problèmes à l'école. Sa rage monte à mesure qu'il y pense, mais il est choqué lorsque Cunan se présente poliment. Toute la salle est incrédule après avoir vu avec quelle désinvolture Cunan vient de s'approcher de Laël, et ils craignent que Cunan ne perde la vie. Cunan garde cependant son attitude joyeuse, car il dit qu'il est heureux d'avoir la chance de dire bonjour. Laël devient encore plus contrarié, mais Cunan lui rappelle qu'ils seront de futurs beaux-frères, alors ils devraient essayer de s'entendre. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, car Laël fait remarquer qu'il n'a jamais donné à Cunan la permission de parler ou de lui tenir la main. Cunan peut dire par la main forcée de Laël à quel point il est sérieux, et il est impressionné. Cunan le complimente en disant qu'il est sûr que Laël est un grand leader, et il souhaite qu'il ait des yeux pour pouvoir le voir. Laël est cependant troublé, et il ne peut que demander à Mirika ce qui ne va pas chez lui. Tout le monde a un bon rire, et Mirika s'excuse parce qu'elle n'a jamais su que Laël pouvait être déconcerté et rougir comme il l'est maintenant. Après que tout le monde a passé l'examen, Cast dit qu'elle annoncera les noms des étudiants qui ont réussi. Tout le monde regarde attentivement pour voir si elle écrit leur nom au tableau, mais cette dame dessine juste une fleur géante. C'est parce que tout le monde a réussi, alors toute la classe célèbre. Ils se félicitent tous mutuellement, et Mirika est ravie d'obtenir son diplôme avec Cunan. Cunan rentre chez lui peu après, et il remercie tout le monde d'avoir rendu son expérience très amusante. Cast est vraiment fier de lui parce que, bien qu'il soit un peu excentrique, il est aussi un étudiant très brillant. Laël le regarde partir, et nous voyons qu'il est de bien meilleure humeur. Il dit à son gang qu'il est temps de partir, et ils promettent tous de suivre le prince où qu'il aille. Un peu plus tard, Génie aide à nouveau Cunan à s'entraîner. Elle crie différentes altérations pour le sort Aori, et Cunan les fait immédiatement. Génie crie au tourbillon, alors Cunan fait tournoyer l'orbe d'eau comme un tourbillon. Génie lui ordonne ensuite de l'arrêter brusquement et de le diviser en 10, et Cunan le fait aussi. Génie ne peut croire qu'il soit capable de tous les faire, alors elle augmente la difficulté. Elle lui fait changer leur couleur,
et il les change en la couleur exacte qu'elle annonce. Enfin, elle lui fait changer leur texture, et il le fait aussi. Jenny est contente de voir qu'il a si bien réussi, mais Cunan n'a pas fini. Il dit qu'il peut en faire plus, et il choque Jenny en transformant la lance en forme d'oiseau. Ce n'est pas juste une forme non plus, car l'oiseau peut même s'envoler. Le monde entier de Jenny commence à s'écrouler parce que Cunan a progressé bien au-delà de ses attentes. Il fait des choses qu'elle ne pouvait même pas imaginer, alors elle dit que tout est fini pour elle. Ensuite, Jenny doit parler avec Cunan. Cunan suppose que cela a quelque chose à voir avec le dîner pour célébrer son diplôme, mais ce n'est pas ça. Jenny révèle qu'elle doit lui dire la vérité, mais d'abord, elle veut s'assurer qu'il est mentalement préparé. Elle va révéler une vérité choquante, alors Cunan renvoie ses servantes. Cunan pense savoir ce qu'elle va dire, mais c'est aussi soudain. Il suppose qu'elle va révéler qu'elle est en fait la déesse du ciel nocturne, et elle veut lui dire qu'elle doit bientôt retourner dans le monde des dieux. Jenny le félicite pour sa grande imagination, mais cela n'est même pas proche de la vérité. Jenny arrête de perdre du temps, et elle révèle que la vérité est qu'il n'y a plus rien qu'elle puisse lui enseigner. Le fait est que cela fait en réalité un bon moment qu'elle n'a rien à lui enseigner. Elle a couvert la magie élémentaire sans capacité d'attaque, et elle lui a enseigné tout ce qu'elle pouvait dans cette gamme. Maintenant, il utilise la magie encore mieux qu'elle, et une fois qu'il apprendra de nouvelles magies, il la dépassera en un rien de temps. Cunan dit que ce n'est pas vrai parce qu'il a apprécié les petits défis magiques qu'elle a imaginés, essayant de le tromper avec toutes les méthodes possibles. Elle a continué à inventer de nouvelles façons de le défier, et cela a élargi sa gamme de magie. Jenny a aussi été celle qui l'a inspiré et lui a donné un but dans la vie. Jenny admet que cela a demandé beaucoup de travail pour imaginer les défis, et il y a eu de nombreuses fois où elle a eu du mal à en trouver un. Cunan refuse de croire qu'elle n'a plus rien à offrir, alors il suppose qu'il doit y avoir une autre raison. Il se demande si elle veut en fait arrêter parce que son salaire est bas, alors il dit qu'il peut demander à son père de lui donner une augmentation. Jenny révèle que c'est en fait le contraire, parce qu'il est insupportable d'être payé autant alors qu'elle n'a pas de travail à accomplir. Elle est à sa limite, et elle pense que Cunan mérite mieux. Jenny dit ensuite qu'il devrait avoir un sorcier exceptionnel, bien meilleur qu'elle, comme enseignant. Elle ne peut plus l'aider à s'améliorer, et elle ne peut plus le guider. Cunan sait qu'elle ne faisait qu'assembler les leçons avec de petits défis, mais il dit que c'est toujours un talent. Elle en a imaginé tellement, et ils ont tous été très utiles. Cunan ne veut pas qu'elle parte, alors il lui dit simplement de continuer à le tromper. Il veut désespérément qu'elle continue d'être son enseignante, alors il exige à nouveau qu'elle continue à le tromper. Alors que Cunan fait sa supplique, un tas d'animaux qu'il a créés avec le sort Aori commence à apparaître. Ils entourent tous Jenny, mais elle dit toujours qu'elle ne peut plus lui enseigner. La magie de Cunan est bien plus avancée que la sienne maintenant, et elle fait ce qui est le mieux pour lui. Les deux se disputent pendant un moment, mais à la fin, Jenny décide qu'elle doit partir. En partant, Jenny ne peut s'empêcher de penser que Cunan est un génie indéniable. Il a un potentiel illimité, et il a ce qu'il faut pour devenir le sorcier sérien. Même avec des talents donnés par les dieux, Cunan est passé par d'innombrables essais et erreurs, et il s'est mis au défi de tout surmonter. Jenny est inspirée par l'éthique de travail de Cunan, alors elle décide de se pousser elle aussi. Elle dit qu'elle ne peut pas perdre face à son propre étudiant, alors elle veut rendre visite à son propre enseignant pour pouvoir continuer à apprendre elle-même. Plus tard, Cunan est choqué d'apprendre que Flora a également démissionné. Cunan a terminé le programme et a obtenu son diplôme de l'école des enfants nobles, donc Flora n'avait plus rien à lui enseigner. Flora a dit qu'elle n'aurait pas pu retenir ses larmes, alors elle ne s'est pas dit au revoir en personne. Cunan dit qu'il lui écrira une lettre, alors Echo a une requête. Elle veut que Cunan demande à Flora s'il y a un homme dans son manoir avec qui elle pourrait la mettre en relation, parce qu'elle cherche toujours un mari. Cunan ne peut croire qu'elle veuille partir aussi, mais Echo l'assure qu'il ira bien tout seul maintenant. Cunan fait remarquer que tout le monde part, et il craint qu'il ne meure de solitude. Il ne veut vraiment pas qu'Echo parte, alors il refuse de demander pour le grand et bel homme qu'elle cherche. Cette nuit-là, Cunan dit à son père ce que Jenny a dit à propos de lui trouvant un sorcier exceptionnel pour lui enseigner. Heureusement, Ryota a une suggestion, parce qu'il a entendu une rumeur à l'école qu'il y a un sorcier royal extraordinaire. Arson essaie d'intervenir, mais Ryota continue. Ryota dit que le nom du gars ressemblait à quelque chose comme Zeyo, et leur mère a entendu parler de lui. Son nom est Zéonli, et il est connu pour être un sorcier d'une immense puissance et beauté. Cunan se demande si le gars acceptera d'être son enseignant, mais Arson dit à tout le monde d'attendre. Il dit qu'il est impossible d'inviter un sorcier royal ici, mais Cunan ne peut pas comprendre pourquoi. Cunan rappelle à son père qu'il a des relations parce qu'il est le meilleur pote du roi. Arson ne peut que se demander où Cunan apprend à parler comme ça, et il détermine que cela doit venir d'Echo. Arson explique ensuite à quel point il serait impossible d'avoir le sorcier royal comme enseignant. Ils sont directement sous la chaîne de commandement du roi, et personne ne peut leur donner d'ordre à part le roi. Ils quittent rarement le château, et entrer en contact avec eux est restreint. Rencontrer Zeyo directement serait difficile, et le faire venir à leur maison sera impossible.
Arçon espère que Cunan abandonnera simplement l'idée, mais il a tort. Cunan a une idée, alors il dit qu'il devrait accompagner Arçon la prochaine fois qu'il visite le château. Il imagine un scénario où il se perd et les sorciers royaux viennent l'aider. Il pense que cela le mènera à devenir leur apprenti, mais Arçon ne peut croire à quel point ce plan est défectueux. Cunan assure à son père que son plan a un taux de réussite de 90%, mais Arçon en doute fortement. Arçon trouve des failles dans son terrible plan, mais Cunan demande à sa mère, et elle pense que c'est une excellente idée. Elle aide Cunan à convaincre Arçon, alors Arçon accepte de demander au roi. Cunan est très reconnaissant, mais Arçon lui rappelle de ne pas se faire trop d'espoir. Ailleurs, un grand maître est informé à propos de Cunan et de sa demande. C'est un sorcier de niveau apprenti, et il demande à étudier sous un sorcier royal, mais c'est inouï. Le pouvoir et le statut ne signifient rien pour les sorciers royaux, et ils ne se soucieront pas de la proximité d'un noble avec le roi. Le grand maître lit le profil de Cunan, et il semble s'intéresser à notre héros. Un peu plus tard, Arçon est surpris car un sorcier royal a accepté de rencontrer Cunan. Si les choses se passent bien, le roi envisagera même la demande de Cunan d'avoir un sorcier royal comme tuteur. Cunan dit que c'est le véritable pouvoir du népotisme, mais Arçon explique que ce n'était pas le cas. Il s'avère que les sorciers royaux se sont simplement intéressés à Cunan. Arçon aimerait voir sur quel type de magie Cunan a travaillé, alors Cunan lui montre. La magie de Cunan est passée à un autre niveau lorsqu'il montre à Arçon qu'il peut créer un vrai chat avec son sort Aori. Arçon n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment fait d'eau, mais cela devient encore plus impressionnant. Cunan apprend à rendre ses mouvements super réalistes, et il étudie aussi pour que les miaulements du chat paraissent réels. À leur arrivée, ils sont accueillis par Dame Reisha. Cunan active son charme pour se présenter, et il apprend qu'elle est la sœur de Mirika. Reisha a beaucoup entendu parler de Cunan par Mirika, mais Mirika n'a jamais mentionné qu'il avait un chat. Cunan la surprend lorsqu'il révèle qu'il n'est pas réel et qu'il l'a créé grâce à la magie. Reisha n'a pas du tout pu le deviner, et elle détermine que Cunan est bien plus doué qu'elle ne l'avait entendu. Reisha se prépare à emmener Cunan à la Tour Noire, alors Arçon dit qu'il ira parler avec le roi. Cunan dit qu'il rentrera chez lui par ses propres moyens, surtout parce qu'il veut passer du temps avec Mirika. Arçon dit qu'il arrangera une voiture pour lui, et il dit à Cunan de s'amuser. Alors que Reisha emmène Cunan à la Tour Noire, elle révèle qu'elle veut discuter de quelque chose avec lui. Cunan suppose que cela a à voir avec la riche histoire des sorciers, mais ce n'est pas ça. Cunan se demande si cela a à voir avec la nouvelle interprétation de la magie composée, mais ce n'est pas cela non plus. Cunan est sûr que cela doit être à propos de la nouvelle théorie sur les cercles magiques tridimensionnels et obliques, mais Reisha explique que ce n'est pas une conversation de haut niveau comme ça. Au lieu de cela, elle révèle que cela a à voir avec sa famille. Parmi eux, il y a 7 princes et 10 princesses. Dans la plupart des pays, le trône revient au premier prince, mais à Ulia, il penche vers la méritocratie, donc selon les réalisations, l'ordre de naissance peut être renversé. Reisha n'est cependant rien comme ses frères et sœurs, car elle a renoncé à son droit au trône pour pouvoir être sorcière. Juste à ce moment, Cunan est surpris alors qu'il sent plusieurs pouvoirs magiques incroyables provenant de la Tour Noire. C'est presque terrifiant, alors Cunan ne peut que se demander quel genre de sorcier s'y trouve. Reisha continue en disant que Mirika craint que Cunan ne soit entraîné dans la question de la succession royale. Juste à ce moment, Reisha est choquée lorsqu'elle voit Cunan glisser partout. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe, alors Cunan explique qu'il a créé une très fine couche d'eau sur ses chaussures et l'a gelée. Cela lui permet de glisser facilement sur le sol, et c'est beaucoup plus rapide que de simplement marcher. Cunan dit qu'elle peut essayer si elle veut, et Reisha ne pourrait être plus excitée. Elle se reprend cependant, car elle doit finir de dire à Cunan ce qu'elle disait avant. Elle se dépêche en disant que Cunan ne doit pas s'affilier à aucune faction sans y réfléchir d'abord. Plus important encore, il ne doit pas signer ou dire quoi que ce soit qui puisse être utilisé contre lui. Cela réglé, elle dit à Cunan qu'elle est prête à patiner. Cunan met aussi de la glace sous ses chaussures, alors les deux commencent à patiner partout. Les gardes craignent que ce soit trop dangereux, alors ils essaient de l'arrêter, mais ils sont trop rapides pour être rattrapés. Cependant, un certain Dario apparaît, et il est furieux. Cunan fait remarquer qu'un homme en colère crie pour qu'il s'arrête, mais Reisha s'en fiche. Elle dit juste qu'ils doivent aller plus vite, mais Dario finit par les rattraper. À proximité, Arçon se demande quelle est toute cette agitation autour du château. Un majordome explique qu'un enfant sorcier faisait des bêtises et qu'il a été attrapé par un chevalier. Plus tard, Cunan rencontre le grand maître des sorciers royaux nommé Mandi. Cunan se présente, mais il est très mal à l'aise. Il pensait que la magie de Reisha était impressionnante, mais ce Mandi est à un tout autre niveau. Mandi a entendu que Cunan a un emblème d'eau, alors Cunan explique qu'il est sur son épaule gauche. Mandi y jette un coup d'œil et remarque que c'est un emblème à 2 étoiles. Cunan n'a aucune idée de ce que cela signifie, alors Mandi explique qu'il y a 7 types d'emblèmes portés par les sorciers. Ce sont le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et la volaille. Chaque emblème a 5 rangs, et les rangs sont indiqués par des étoiles. L'emblème de Cunan n'a que 2 étoiles,
ce qui signifie qu'il est le deuxième depuis le bas. 2 étoiles sont les plus courantes, et Reisha dit qu'elle a un emblème du vent à 2 étoiles. Kunon peut dire que Mandy est différent parce que la densité de son pouvoir magique est complètement différente de la leur. Mandy est impressionné que Kunon puisse le dire, mais Kunon n'a pas fini. Il dit que si son emblème à 2 étoiles est du fromage ordinaire, alors l'emblème de Mandy est plutôt comme du fromage bleu premium. Kunon l'appelle grand maître fromage bleu, et il suppose que l'emblème de Mandy est à 3 étoiles. Mandy révèle qu'il est en fait à 4 étoiles, mais il est surpris lorsque Kunon ne semble pas impressionné. Kunon explique que c'est la première fois qu'il entend parler des emblèmes, donc leur ampleur ne lui est pas encore rentrée dans la tête. Kunon se demande si les différents rangs influencent la magie que quelqu'un peut produire. Malheureusement, leur catégorisation n'est pas aussi claire, et la seule distinction claire qu'ils connaissent est la quantité totale de puissance magique. Le grand maître dit que ce n'est pas important pour le moment parce que ce qui compte, c'est ce que Kunon apprendra à l'avenir et son dévouement. Mandy dit qu'il est temps que le plaisir commence, alors ils vont dehors pour un test. Reisha a déjà vu ce qu'il peut faire, alors elle assure à Mandy que Kunon est très doué. Les autres sorciers reconnaissent Kunon comme la cicatrice du héros, et ils sont intéressés de voir quel genre de magie il peut utiliser. Kunon se prépare pour ce que ce test pourrait être, et il se demande si réussir le test signifiera qu'il obtient un sorcier royal comme professeur. Il est impatient de commencer, alors Mandy appelle quelqu'un nommé Victo. Victo utilise le sort Aori, et il crée plusieurs orbes d'eau. Kunon est émerveillé, et Mandy lui demande s'il peut conquérir le sort de Victo avec un sort à lui. Kunon n'a jamais entendu parler de conquérir la magie de quelqu'un d'autre, et il repense à ses leçons avec Jenny. C'était quand elle lui a montré pour la première fois le sort Aori et expliqué que c'était une magie pour produire et manipuler l'eau. Mais surtout, elle lui a dit que cela lui permettrait de contrôler l'eau qui était déjà là. Kunon réfléchit maintenant à la façon dont il a contrôlé l'eau de nombreuses fois auparavant, mais manipuler l'eau créée par un autre sorcier est quelque chose dont il n'a jamais entendu parler. C'est quelque chose que ni lui ni Jenny ne pouvaient même imaginer, mais il est toujours impatient de voir s'il peut le faire. Kunon utilise Aori, et Victo est stupéfait lorsque les orbes commencent à bouger. Victo reprend le contrôle, et Kunon est pris au dépourvu car il n'a jamais connu d'eau qui résiste à son contrôle. Tout le monde regarde alors attentivement alors que les 2 sorciers se battent pour le contrôle des orbes. C'est une grande lutte pour notre héros, mais il ordonne à l'eau de venir à lui et les orbes commencent à se séparer. Il semble que Kunon soit sur le point de gagner, mais Mandy déclare à haute voix que cela suffit. Notre héros est complètement épuisé par le duel, alors il s'effondre au sol. Il n'a pu tirer que 2 des orbes, alors il est impressionné de voir à quoi ressemble vraiment un sorcier royal. Il est surpris, cependant, lorsque Mandy dit qu'il a fait du bon travail. Victo ne pensait pas que Kunon aurait la moindre chance, mais il est maintenant totalement convaincu. Il voit le potentiel de Kunon, alors il dit qu'il aimerait l'enseigner. Tous les autres sorciers royaux commencent à se disputer, alors Mandy est étonné de voir qu'ils veulent tous avoir Kunon comme disciple. Kunon se demande si cela signifie qu'il a réussi le test, mais Mandy dit qu'il y a plus à faire. Le reste du test est cependant un peu différent, car Mandy utilise l'eau de Kunon comme un trampoline. Mandy ne peut que se demander comment cette eau fonctionne, alors Kunon explique que c'est son Aori super doux. Il a enfermé de l'eau dans une membrane super douce et super extensible, donc cela la rend vraiment rebondissante. Les autres supposent que cela ferait un excellent lit, et cela pourrait même absorber le choc d'une chute. Mandy ne s'est pas autant amusé pendant un test depuis très longtemps, mais Kunon n'a pas fini. Il dit que s'il augmente l'élasticité, Mandy pourra sauter si haut qu'il pourra facilement atteindre le 2e étage du château. Tous les sorciers aimeraient voir cela, mais Mandy dit que cela suffit. Si Kunon leur montrait encore de la magie, ils continueraient à en demander plus et ils ne pourraient pas rentrer chez lui. Juste à ce moment, Reisha fait remarquer que Kunon peut créer des animaux avec son eau. Elle l'a vu créer un chat plus tôt, alors elle se demande s'il peut même créer des humains. Kunon révèle de manière choquante qu'il le peut, alors il crée un clone d'Echo. Malheureusement, tout comme avec les animaux, les mouvements de ces humains sont encore imparfaits. Victo devient curieux, alors il se demande si cela signifie que Kunon peut les faire bouger de façon que les humains ne peuvent pas. Kunon le confirme en expliquant qu'il l'a fait voler plus tôt. C'était assez étrange à regarder, et cela n'a pas été bien reçu. Les sorciers, en revanche, sont impatients de le voir, alors Kunon leur donne ce qu'ils veulent. Il envoie sa poupée d'eau humaine dans les airs, mais une servante est terrifiée lorsqu'elle pense que quelqu'un a sauté par la fenêtre. D'autres personnes ont peur aussi, alors les sorciers doivent s'excuser auprès de tous pour la confusion. Kunon pense qu'il a été grondé 2 fois aujourd'hui, mais Mandy lui dit de ne pas y penser. Il dit qu'il devrait parler de magie lors d'un déjeuner la prochaine fois, alors Kunon se demande si cela signifie qu'il a réussi. Mandy le confirme et dit qu'il s'occupera personnellement d'assigner un sorcier pour être le professeur de Kunon. Kunon ne pourrait être plus excité, mais il se souvient de ce que Reisha lui a averti. Il se demande si cela serait considéré comme prendre parti pour une faction, mais elle dit que c'est bon. Le pouvoir et le statut ne signifient rien pour les sorciers royaux, et cela n'affectera rien de ce qu'elle a mentionné plus tôt.
Mandy aimerait savoir si Cunon a des objectifs futurs, alors Cunon révèle qu'il veut créer des globes oculaires avec la magie. Les sorciers sont très intrigués, et ils se demandent si Cunon pourra vraiment le faire. Ensuite, Cunon est inquiet car son père est clairement contrarié. Arson a dû entendre parler de la mauvaise réputation de Cunon 2 fois aujourd'hui, alors il veut des réponses. Cunon s'excuse, et Reisha explique que ce n'était pas de sa faute car tout le monde s'est laissé emporter. Arson comprend, mais il leur rappelle aussi que de très mauvaises choses peuvent arriver lorsque les sorciers font simplement des choses quand on leur dit. La magie est un pouvoir, donc Cunon devrait refuser de faire quoi que ce soit qui nuise aux autres. Arson rappelle à Cunon qu'il est responsable de ses propres pouvoirs, alors Cunon s'excuse à nouveau. Arson part pour la journée, et il ne peut s'empêcher de penser que tout le monde semble avoir pris Cunon en affection. Juste à ce moment, Cunon réalise qu'il se fait assez tard. Il a un dîner avec Mirika, et il serait malpoli de sa part d'arriver tout en sueur et à bout de souffle après avoir couru au rendez-vous. Reisha est d'accord et dit qu'ils devraient combiner leurs pouvoirs pour résoudre ce problème. Elle fait utiliser Aori à Cunon pour créer un orbe et dit qu'elle utilisera sa magie du vent pour le faire voler. Cunon est impressionné, mais il y a un problème. Il s'est promis que la première fois qu'il volerait ou flotterait seul avec quelqu'un, ce serait avec Mirika. Cunon est sûr que le fiancé de Reisha n'aimerait pas non plus, mais elle s'en fiche. Elle tire Cunon sur l'orbe et révèle qu'elle n'a pas de fiancé. Cunon réalise qu'il n'y a pas moyen de lutter, alors les deux s'envolent. Reisha utilise sa magie du vent, et ils décollent en un clin d'œil. Cunon se demande s'ils vont trop vite, mais Reisha dit qu'ils doivent aller plus vite. Ils finissent par arriver, mais ils perdent leur concentration et commencent à tomber. Heureusement, l'atterrissage n'est pas trop mauvais, et ils sont tous les deux reconnaissants que l'orbe d'eau de Cunon soit vraiment doux. Malheureusement, Dario a tout vu, alors il fait remarquer que Cunon a encore fait quelque chose de dangereux. À l'intérieur, Mirika se demande si Cunon aimera sa robe. Sa servante n'a jamais vu Mirika agir ainsi pour un garçon, alors elle se demande quel genre de personne est Cunon. Dehors, on voit que Cunon est un peu un fauteur de troubles, car il est réprimandé par Dario pour avoir causé des problèmes pour la 3e fois aujourd'hui. Mirika est vraiment nerveuse pour son rendez-vous, alors elle arpente la pièce. On lui dit que Cunon est arrivé, alors elle se précipite vers la porte. Cunon est aussi charmant que toujours, et il dit qu'il a hâte à leur première soirée. La servante de Mirika regarde Cunon et voit que c'est le garçon qui a l'affection de Mirika. Au dîner, Cunon porte un toast aux beaux yeux de Mirika, et la servante est impressionnée par son comportement de gentleman poli. Cunon raconte sa journée à Mirika et comment il a rencontré le grand maître fromage bleu. Il a aussi réussi le test d'évaluation et attend maintenant de savoir qui sera son professeur. Cunon couvre Mirika de compliments exquis, et son charme est à son maximum. Il fait ensuite un commentaire sur la nourriture, et la servante se demande s'il utilise une métaphore. Elle craint que Cunon ne dépasse certaines limites, mais elle peut voir que Mirika a l'air vraiment heureuse. Juste à ce moment, Cunon s'excuse car pour le moment, un dîner est le mieux qu'il puisse faire. Cependant, il dit que lorsqu'ils se marieront, ils passeront du temps ensemble comme ça chaque jour. Il déclare qu'il a hâte au futur où il marchera à ses côtés, et la servante est émerveillée par sa façon avec les mots. Mirika était prise de lui, et elle attend aussi leur avenir avec impatience. Cette nuit-là, Mirika rougit après son rendez-vous, et la servante doit lui rappeler qu'elle doit dormir. Un peu plus tard, Echo demande à Cunon de l'aider avec quelque chose. Cunon utilise son sort à Rubu pour créer un tas d'orbes parce qu'il facilite beaucoup le lavage des vêtements. Cunon explique qu'il était occupé à écrire un rapport, mais cela a contrarié Echo. Elle fait remarquer qu'il s'est enfermé dans sa chambre depuis son retour du château, et elle exige de savoir pourquoi. Cunon explique qu'il a appris des choses pendant qu'il était là-bas, et il voulait les écrire avant de les oublier. Echo lui rappelle que sortir et passer du temps au soleil est l'un de ses travaux importants en tant qu'enfant. Elle dit que c'est important pour sa croissance, alors Cunon se souvient que les filles aiment les garçons grands. Echo est d'accord, mais elle assure à Cunon qu'elle aimerait qu'il soit grand ou petit. Cunon dit presque qu'il ressent la même chose pour elle, mais il s'arrête parce que ce serait impoli envers Mirika. Echo n'arrive pas à croire qu'il parle ainsi maintenant, et elle l'appelle un vrai tombeur. Ensuite, Cunon est déçu d'apprendre qu'il n'a toujours pas reçu de lettre. Il en attend une parce qu'elle révélera qui sera son professeur. De retour à la tour, Victo cherche Zéonli, mais Zéonli ne lui répond pas. Victo le trouve dans sa chambre, et Zéonli lui rappelle qu'il ne doit jamais oser interférer avec son précieux temps de sommeil. Victo s'excuse et explique que le grand maître l'appelle. Zéonli était d'abord ennuyé, mais entendre cette nouvelle attire son attention. De retour avec notre héros, il annonce fièrement que son nouveau professeur a été assigné. Echo se demande qui c'est, alors Cunon révèle que c'est un certain Zéonli. Echo est choqué parce qu'on dit que Zéonli est un sorcier magnifiquement beau. Toutes les femmes le connaissent, alors Echo commence à paniquer. Zéonli viendra chez eux, alors elle dit qu'elle a besoin d'une nouvelle tenue de servante. Cunon se demande s'il devrait vraiment laisser un autre garçon rencontrer Echo, mais Echo dit qu'il n'y a pas le temps de parler. Elle doit faire ses ongles, et plus important, elle veut perdre un peu de poids. Echo se précipite pour se préparer, et elle laisse Cunon se demander ce qui vient de se passer.
De retour au château, Reisha explique à Mirika qu'un sorcier royal doit avoir un ordre direct de la royauté pour sortir. Zéonli doit aller voir Cunon, donc Mirika va lui ordonner de la protéger pendant qu'elle lui rend visite. Reisha n'arrive pas à croire que Zéonli ait été choisie parce qu'elle voulait Cunon comme élève. Juste à ce moment, quelques sœurs de Mirika leur barrent la route. Elles ont entendu que le fiancé de Mirika a une sacrée réputation, mais leurs intentions ne sont clairement pas pures. Reisha leur dit simplement que cela ne les concerne pas, et elle leur ordonne de leur laisser le passage. De retour avec Cunon, il se demande à quoi ressemblera son professeur. Mirika arrive peu après, et il est pris au dépourvu. Cunon explique qu'il se prépare mentalement chaque fois qu'il la rencontre, donc la voir de manière inattendue l'a rendu vraiment nerveux à cause de sa beauté incroyable. Cunon continue de déverser son charme, mais on voit que Zéonli en a assez entendu. Il sort de la voiture, et Cunon se tait immédiatement. Il peut sentir la présence incroyable de Zéonli, et les tensions commencent à monter. C'est cependant interrompu par Echo, qui glousse de nervosité. Cunon continue d'observer le sorcier et note à quel point son pouvoir magique est incroyablement dense. Son aspect collant est aussi difficile à décrire, et Cunon le compare à du miel. Il n'a jamais rien senti de tel auparavant, et c'est un type de pouvoir magique complètement différent de celui du grand maître fromage bleu. Cunon pense que ce type est plus compétent en magie que tous les sorciers royaux qu'il a rencontrés au château. Cunon le respecte vraiment en tant que sorcier, alors il se présente formellement. Il dit qu'il aimerait l'appeler professeur Miel, mais Zéonli lui dit d'aller se faire voir. Zéonli lui ordonne de l'appeler maître Zéonli, et il explique qu'il déteste les gamins. Zéonli révèle qu'il n'a pas accepté le poste de professeur de magie de Cunon, et il ne veut même pas être là maintenant. Le grand maître lui a simplement dit qu'il y avait un gamin intéressant qu'il devrait rencontrer, c'est pourquoi il est là. Dario est aussi là, et il dit que son travail est de protéger Mirika et Zéonli. Cunon se demande si Zéonli est exactement comme Echo l'imaginait, et elle dit que oui. Cunon explique qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'est cool, mais d'après ce qu'il a entendu, il dit que Zéonli doit être incroyable. Zéonli devient furieux car il suppose que Cunon se moque de lui, mais Cunon l'assure que ce n'est pas le cas. Zéonli ne sait pas quoi penser de ce gamin, alors il détermine simplement qu'il est un peu étrange. Cunon suppose que Mirika est venue uniquement pour amener Zéonli à le rencontrer, mais elle l'assure qu'elle voulait aussi lui rendre visite. Le charmant Cunon ne laisse pas cela passer inaperçu, et il lui dit qu'il ressent la même chose. Zéonli en a assez de les entendre parler ainsi, et il lui rappelle qu'il est toujours là. Il veut que Cunon ait une conversation amusante sur la magie avec lui, alors Cunon accepte volontiers. Dario voit l'expression de Zéonli, cependant, et il peut dire que Zéonli veut simplement embêter Cunon. Zéonli commence par demander ce que Cunon sait des sorts composés. Cunon explique que les sorts sont libérés à partir d'un cercle magique dessiné avec du pouvoir magique. Les sorts composés sont créés en divisant et réarrangeant les cercles magiques. Zéonli lui demande combien de sections il peut gérer, alors Cunon révèle qu'il peut en faire 31. Zéonli ne s'attendait pas du tout à cette réponse, et Cunon dit qu'il peut aller jusqu'à 32, mais parfois cela échoue. Zéonli dit que ce n'est pas mal, et lui peut aller jusqu'à 50. Cunon est stupéfait, mais Zéonli veut juste entendre comment Cunon a dépassé l'obstacle des 20 sections. C'est notoirement difficile, alors Cunon révèle qu'il a superposé des emblèmes. Zéonli est impressionné d'apprendre que Cunon en est arrivé là tout seul, et Cunon explique qu'il a utilisé un tas de petites astuces. Zéonli ne s'attendait à rien de tout cela, mais maintenant tout a du sens. Les autres sorciers royaux voulaient vraiment être le professeur de Cunon, et maintenant Zéonli sait pourquoi. Ils étaient vraiment contrariés parce qu'un excellent étudiant comme Cunon ne se présente pas souvent. Zéonli réalise maintenant qu'ils étaient vraiment intéressés par Cunon parce qu'il est un talent exceptionnel. Zéonli en a fini avec les questions, alors il dit à Cunon de lui montrer ce qu'il peut faire. Cunon veut que Zéonli lui montre d'abord comment faire 50 sections, mais Zéonli refuse. Il dit que ce serait inutile de l'enseigner à quelqu'un qui ne peut pas le faire, et il ne va pas perdre son temps. Il dit à Cunon de prouver ce qu'il peut faire et de demander une instruction loyalement en étant un bon chouchou de professeur. Mirika est sûre que Cunon n'accepterait jamais cela, mais elle a tort. Cunon veut vraiment apprendre du meilleur sorcier royal, alors il demande à Zéonli de lui enseigner. Il débite des compliments encore et encore parce qu'il veut vraiment apprendre à faire 50 sections. Zéonli en a assez entendu, et il dit à Cunon de ne pas l'appeler maître Zéonli car il ne l'a pas encore reconnu. Il accepte cependant de montrer à Cunon à quel point il est génial. Zéonli révèle qu'il a l'emblème de la Terre à 3 étoiles, et il utilise son pouvoir pour invoquer un mur. Il ordonne à Cunon d'essayer de le détruire avec la magie, sinon, il l'abandonnera comme élève. Avant qu'il essaie, cependant, Zéonli dit qu'il aimerait voir le lido dont il a tant entendu parler. Cunon le crée, alors Zéonli annonce qu'il observera en se reposant et dit à Cunon de faire de son mieux. Dès que Zéonli touche le lit, il est submergé par un confort extrême. C'est comme un oreiller de plumes, et il s'endort immédiatement dès qu'il s'allonge dessus. Cunon touche le mur, et il remarque qu'il est vraiment dur, mais aussi lisse. Ce qui ressort le plus, cependant, c'est que sa densité de pouvoir magique est incroyable. À ce moment,
Cunon pense aux bases que Génie lui a enseignées. La magie est un emblème, et un emblème signifie un cercle magique. Le lanceur crée divers sorts en réarrangeant différents cercles magiques, et ces cercles magiques deviennent la base de chaque sort. La magie composée fait référence au nombre de fois où le cercle magique de base a été divisé et reconstruit, et c'est l'essence de la magie. Ce nombre montre le niveau de magie et les altérations. Quant à ce mur, Cunon détermine que c'est un cristal de magie composé avec plus de 40 sections. C'est vraiment incroyable, et il ne peut que se demander comment quelqu'un peut augmenter autant les sections. Juste à ce moment, Mirika est choquée lorsque Cunon dit qu'il devrait parler. Cunon veut attendre que son professeur se réveille, mais Mirika se demande si c'est une bonne idée. Elle rappelle à Cunon qu'il échouera s'il ne peut pas briser le mur, mais Cunon révèle qu'il peut le détruire quand il veut. Un peu plus tard, Zéonli se réveille et on lui dit qu'il a dormi pendant 2 heures. Il voit que Cunon se détend et suppose qu'il a simplement abandonné l'idée de détruire le mur. Cunon est aussi confiant que jamais, alors il demande à Zéonli s'il est prêt à le voir le briser. Zéonli lui dit d'y aller, alors Cunon utilise son sort Arubu. Cela fait former de minuscules orbes d'eau sur le mur, et Echo réalise que c'est le même sort que Cunon a utilisé pour la lessive. Cunon explique que ce mur est fait de terre, qui devient extrêmement fragile lorsqu'elle absorbe de l'eau au-delà de sa capacité. Zéonli est très impressionné, mais il se demande pourquoi Cunon a utilisé le sort Arubu alors que sa spécialité est le sort Aori. La réponse de Cunon est simple, car il dit qu'il l'a fait uniquement parce que c'était plus facile. Zéonli est encore une fois émerveillé parce que, plutôt que d'utiliser la force, Cunon a vu le mur comme de la terre et a choisi de simplement le laver. Zéonli explique qu'il y a des sorts qui sont compatibles avec certaines situations et sujets, et le travail d'un sorcier est de le discerner. Cunon prend cela comme un compliment, et il se demande si cela signifie que Zéonli lui enseignera. Zéonli lui rappelle que ce sera lui qui prendra cette décision, et il confirme que Cunon sera son élève à partir d'aujourd'hui. Il dit à Cunon qu'il est l'enfant le plus chanceux du monde, et Cunon est d'accord avec lui. Il dit qu'il a non seulement trouvé son professeur aujourd'hui, mais il avait aussi Mirika à ses côtés. Zéonli est encore une fois agacé, et il rappelle à Cunon que son professeur est plus important que même sa fiancée. Maintenant que Cunon est son élève, il y a beaucoup à faire pour Cunon. Zéonli a 1 million de choses à lui enseigner, et il l'aidera même dans ses expériences. Zéonli ne peut que se demander ce que Mirika fera, et elle est prise au dépourvu. Il explique que Cunon s'améliorera énormément et s'élèvera dans le monde, donc les femmes se rassembleront autour de lui pour se battre pour lui. Mirika ne peut pas le nier parce que Cunon a déjà beaucoup grandi pour devenir l'élève d'un sorcier royal. Il s'élève rapidement, et elle n'est toujours qu'une princesse de bas statut. Mirika est vraiment déprimée, et elle sait que si elle ne fait rien, il n'y aura pas d'avenir où elle sera avec Cunon. Mirika commence à trembler de nervosité, alors Cunon dit à Zéonli de ne pas être méchant avec elle. Cunon peut dire que Zéonli aime être méchant avec les filles, et il est du genre à le réaliser trop tard. Cunon renverse vraiment la situation en disant qu'il est du genre à être méchant avec une fille qu'il aime pour la voir lui être volée sous le nez. Cunon le touche vraiment là où ça fait mal, alors Zéonli dit que ça suffit. Cunon se demande s'il a dit quelque chose de mal à professeur Miel, mais Zéonli lui dit simplement de ne pas l'appeler ainsi. Cette nuit-là, Mirika pense que Zéonli avait raison, alors elle est déterminée à faire quelque chose. Merci d'avoir regardé mon résumé. Assurez-vous d'aimer la vidéo.